Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Mesdames et messieurs, je vous accueille donc dans cette émission Opinion. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème sur l'insalubrité dans nos villes. L'insalubrité dans nos villes qui est un phénomène très déplorable et honteux, puisque dans les conditions dans lesquelles les populations vivent dans nos villes est un grand souci et déshonore la plupart des autorités municipales. On voit là des gens vivre dans des conditions très déplorables. Ceci est dû essentiellement à l'exode rural, ces villes qui sont beaucoup plus attractives, où il y a plus d'activités, des gens viennent se chercher pour trouver à faire. Alors les structures d'accueil, l'habitat est insuffisant et l'administration municipale en lambeaux et l'autorité centrale se cherche, il n'y a pas de délégation de pouvoir, etc. Voilà. Et ce phénomène a un très grand impact négatif sur la santé publique. Voilà, nous allons nous retrouver dans cette émission pour revenir sur ces principaux phénomènes que nous allons vous présenter ensemble. Rentrons dans cette émission. Merci de nous suivre. Je suis au micro Gabin Conrad. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vis Africa Media, chaque dimanche au micro de Gabin Conrad. Bonjour Opinion. Alors, que faire pour réduire l'insalubrité dans nos villes? Vraiment, dans cette problématique, il faut dire déjà que l'insalubrité est globalement due à une absence d'aménagement. Donc, dans les pays gouvernés, on a des cités, on a le milieu rural et le milieu urbain, qui est généralement un milieu beaucoup plus parasite du milieu rural. Et ce milieu urbain héberge la majeure partie de nos cités, dont la politique sert uniquement à rafler le milieu rural, les ressources humaines qu'on veut paquer dans les bureaux, dans les administrations qu'on construit indéfiniment, ça ne finit jamais. On change les ministères, on change les enseignes. Et on fait une politique où l'humain est obligé, dans sa course vers le bonheur, dans sa course vers la connaissance même, parce que les universités sont dans les cités, dans sa course vers le bonheur, est parfois contraint, sinon souvent contraint, à venir vivre dans la cité, en ville. Là où il y a les ministères, là où il y a l'administration, tout le monde est gouverné maintenant par l'administration. Il faut avoir un état civil qu'il faut mettre à jour. C'est pour vous dire que lorsqu'on a mis en place un système de gouvernance, un système de pays gouverné, ça veut dire que personne ne se lève pour faire ce qu'il veut. Il y a des gouvernances, c'est qu'il y a des délégations de pouvoir pour gérer la ville, pour gérer la salubrité, qu'on va appeler tout ce qui est la voirie. Donc, si on va parler d'insalubrité, il faut que ça soit clair, qu'on n'aille pas dans la diversion ni dans la dispersion. Il faut qu'on s'en prenne vraiment à la gouvernance. Donc, c'est pour ça que je dis que l'insalubrité, c'est un problème d'absence d'aménagement. Très bien. En tenant compte des explications que nous venons d'avoir, il est donc question de revoir les programmes de salubrité et aussi d'urbanisme, les problèmes liés à l'habitation, à la construction des maisons, pour tenir compte de ces facteurs cités pour prévoir les villes ou les espaces urbains ultérieurs. Mais pour le faire, il va falloir casser des œufs parce que, comme on dit, on ne peut faire des omelettes sans casser des œufs. Alors la solution, la meilleure solution est de commencer par élargir les villes et construire de nouvelles villes avec des études appropriées qui tiennent compte de tous ces facteurs et
prévoir sur une centaine d'années la densité des populations ou la planification, les zones d'habitation et aussi construire, maximiser la construction des logements sociaux surtout parce que quand on n'a pas de logement pour les personnes à revenus intermédiaires et parfois sans revenus significatifs, alors il est difficile de suivre le rythme des besoins, des obligations liées aux structures urbaines. Partant de là, si je prends le cas de la ville de Cotonou, qui est la métropole de convergence de tout le pays, qui est une métropole qui s'est étendue seulement sur 79 km² et où on retrouve pratiquement tous les représentants des 5492 villages sont pratiquement à Cotonou. Alors, comment on gère l'espace urbain, sa propriété dans la ville de Cotonou? Premier problème que j'ai noté est que la ville étant sur un faciès d'eau, c'est le réceptacle de l'eau du pays. Il y a tout le cordon littoral, c'est une ville qui est sur le cordon littoral. Tout le cordon littoral récupère l'eau qui vient du plus grand versant du pays, c'est-à-dire l'Ouémé, qui va rafler, qui va se renflouer par le Zou, par l'Opara et par beaucoup d'autres ruisseaux. La Badeau consort va vouloir aller vers la mer. Ça, c'est ce versant-là qui concerne Cotonou. L'autre versant va aller vers le Niger. Donc, en allant vers Cotonou, ça crée une plaine inondable. Donc la ville est sur cette plaine-là qui était un fond de mer. Et en venant faire les aménagements, les gens n'ont pas tenu compte. Les premiers cadastres, je ne parle pas des colons, les colons ont fait un bon cadastre. Ils ont dit de ne pas aller vers le lac Nokoué. Le lac Nokoué est au nord du périmètre qu'occupe la ville de Cotonou. Et les colons, dans les années 1800 déjà, ont dit: nous allons faire l'aménagement de cette ville, mais nous n'irons pas vers le lac Nokoué. Donc c'est parallèle à la côte jusqu'à Ouida et consorts. Malheureusement, en 1960, quand on a pris le pouvoir, on a complètement damné ce système et on a commencé par recaser les gens parce qu'on n'a pas prévu l'arrivée des gens. On a pris le palais du gouverneur français, tout le monde, les ministères, tout le monde a commencé par venir à Cotonou. Et on n'a pas prévu l'habitation des humains. On voulait recruter les enseignants, les militaires, mais l'État qui voulait faire ça depuis 1960 n'a pas prévu le logement des gens. Donc les gens commencent pas à se loger dans le désordre, l'habitat s'étendait au détriment de l'espace naturel sensible, et tous les biotopes, les crêtes ont été occupés avant que l'État ne réagisse. Quand l'État a voulu maintenant réagir pour redresser les rues, ils ont appelé ça recasement, qui a commencé dans les années 80, et ils n'ont pas tenu compte de la géographie du paysage. Ils ont fait le recasement en voulant piquer dedans, et des nouveaux quartiers sont nés. Il y a beaucoup, il y a environ 111 crêtes qui font 165 quartiers de ville. Et dans les 111 crêtes, ceux qui font les recasements, vu qu'on est toujours dans les petites combines obscures, je crois qu'ils ont voulu récupérer de l'espace, vendre des parcelles, des carrés. Et au lieu de revoir la topographie pour dire cette crête, à sa plus grande longueur telle, nous ne pouvons que recaser tel nombre d'individus ici, non. Ils ont recensé les populations et vu que chaque propriétaire doit payer quelque chose, ça les arrangeait, donc ils recasaient tout le monde systématiquement et intégraient aussi ce que les politiques voulaient intégrer pour rester dans sur telle ou telle crête. C'est le début du problème de l'insalubrité. En recasant la ville dans ce désordre, ils n'ont pas tenu compte des versants. Ils ont carrément barricadé des cours d'eau. Ils ont créé des rues qui ne respectent pas du tout les crêtes. À la base, vous savez que ce n'est pas les populations qui décident du recasement. L'ordre est donné par l'État, le quitus est donné par le domaine, ainsi de suite. Et c'est l'État qui est capable d'aménager la berge. Un citoyen n'est pas capable d'aménager la berge, encore avec notre niveau de vie. Alors, dans ça, ils n'ont pas opté pour
et un système de circulation qui respecte l'environnement qui nous a accueillis à Cotonou, par exemple. C'est l'eau. Les crêtes, c'est 111 crêtes, 165 quartiers de ville. Et puis, après, on a que l'eau. Voilà, le lac Lukwe et ces cours d'eau qui viennent de la partie ouest du pays, de Ouida, qui vont transiter par la côte pour se retrouver au lac Lukwe avant de continuer leur chemin, soit vers le chenal qui a été creusé par les Français en 1884 pour relier l'Ouémé, c'est-à-dire le lac Lukwe qui est des temps, à l'océan Atlantique. Ils l'ont fait sur 4 km en 1885 ou 84-85 avant de s'installer. Sinon, normalement, l'eau va directement à Porto-Novo pour rejoindre la mer, l'océan Atlantique, vers Badagry. Donc, quand ils ont réussi à faire ça, ça veut dire que la bonne politique à Cotonou, c'est d'ouvrir les chemins d'eau. Mais ici, depuis 1960, notre système politique a plutôt opté pour l'asphalte et les pavés. Donc, c'est comment développer les routes tout le temps aux grandes dames des circuits d'eau qui a été l'option. Et ces routes-là ne respectent aucunement les règles des routes. Parce que vous n'allez pas voir des routes qui sont construites au Bénin avec des aires de repos, avec des poubelles en densité linéaire, avec des issues qui permettent aux gens vraiment de rentrer chez eux. L'État construit les routes au Bénin sans du tout tenir compte des citoyens. Parfois, les dirigeants font les routes jusqu'à chez eux. Mais la route est faite au détriment du cadastre. Parce qu'on peut faire la route, elle est élevée, et c'est la route maintenant qui crée l'inondation. Ou bien la route, elle est faite, il n'y a même pas de débarras pour aller chez soi, et ainsi de suite. Donc, je vous parle globalement de la situation. Comment organise-t-on l'insalubrité avec tout ça? Les cours d'eau restants, qui étaient des cours d'eau naturels, vu que l'option était la spéculation bétonnière, ils sont allés dans la fabrique de collecteurs, la réduction des cours d'eau en collecteurs d'eau. Voilà, les cours d'eau, c'est des choses, c'est des infrastructures naturelles. Je ne veux pas parler d'infrastructures, c'est des dispositifs naturels qui permettent l'écoulement de l'eau d'un azimut à un autre. Donc, eux, ils ont décidé d'en faire des collecteurs d'eau bétonnés. Et bétonné ou à la surface de l'eau. Donc, on dame sur la boue, les sédiments, on met du truc. Donc là, encore là, le deuxième problème de l'insalubrité commence parce que quand on fait ces collecteurs, on ne met pas les poubelles comme il le faut, on n'a pas un système de voirie qui est financé, l'État met très peu de budget dans la voirie, on n'a pas la même issue, la logistique, il faut chaque fois renouveler la logistique, et on est dépendant de la logistique. Chaque fois, ça tombe, ça repart à zéro, jusqu'à ce que, actuellement, et peut-être sur 10-20 ans, les gens ont passé le temps à gérer leurs déchets, parce que les humains, quand vous les avez fait venir dans le terroir, la première des choses, c'est qu'ils vont produire des déchets. Ils vont produire, ils vont manger, et quand ils vont finir de manger, les restes d'aliments, quand ils vont porter des habits, après l'habit est usé, et quand ils vont vidanger leur voiture, leur moto, les motocycles, les consorts, il faut bien qu'il y ait un système de récupération. Alors, l'État n'a pas dévancé ça. L'État est resté muette et la voirie n'a pas fonctionné. Donc, qu'est-ce que les populations ont fait? Chacun vide sa maison de ses déchets. Donc, on jette ça quelque part. D'où la prolifération des tas d'ordures. Maintenant, vu que le cadastre a été mal fait et qu'on a même recasé des gens dans des zones humides, Cotonou est toute zone humide, c'est même la zone Ramsar qui est devenue réserve de biosphère de la basse vallée de l'Ouémé qu'on ne considère jamais. Qu'est-ce que les gens vont faire pour ne pas être des aquatiques? Ils ont vu que les déchets, puisqu'il n'y a personne qui les ramasse, on va les reconditionner, les enterrer, les enfouir pour soulever au moins le substrat afin qu'on soit plus haut que l'eau. Voilà. Donc, ça a commencé, tout le monde a commencé par acheter les tas d'ordures, acheter des ordures pour remblayer les cours d'eau, pour pouvoir créer le substrat qui va permettre de construire sa maison lorsqu'on a gagné de l'argent. On va construire, voilà, un rez, une toiture ou bien deux.
un complexe pour y habiter. Parce que l'État est absent. L'État ne construit pas les logements sociaux pour les Béninois. Et l'État est très en retard. Les Béninois sont à 2000 ans pour le logement en avant et l'État est à 3000 ans en arrière. Donc, il y a 5000 ans d'écart. Donc, les gens ont pris leurs responsabilités. Ils sont contraints d'abord, dans un environnement d'eau, ils sont obligés de s'installer. Donc, ils vont remblayer les cours d'eau pour s'installer. Le meilleur substrat pour remblayer les cours d'eau, les carrières étant chères, ils ont été obligés d'utiliser les ordures. Et du coup, toute la ville est devenue un substrat, les crêtes, les berges, c'est des substrats de déchets. Même tout le marché d'Antopa a été construit comme ça sur des déchets. Beaucoup d'infrastructures aussi de la ville. Et quand vous voyez la mairie de Cotonou qui est là, elle est sur des immondices. Voilà. Quand on va faire une carrosse sédimentaire, vous allez remarquer que ça va donner des strates de nitrification énormes. Insalubrité en Afrique, dans les villes d'Afrique, que faire pour réduire ce phénomène? D'abord, on parle de l'insalubrité lorsque les conditions de vie dans un logement ou dans une zone d'habitation ou espace public et autres sont déplorables et menacent la santé publique. Et là, la présence parfois de nombreux animaux et un entretien inadéquat de leur milieu de vie. Et le tabagisme à l'intérieur, il y a l'encombrement excessif et tout ceci accompagné par des maladies telles que les accidents vasculaires cérébraux, les cardiopathies, les cancers, affections respiratoires chroniques, et des gens sont souvent malades et les centres de santé sont souvent pleins. Mais il faut toujours retenir que tout cela est dû à l'insalubrité qui s'observe dans ces zones urbaines. Il est essentiel de mettre en place des toilettes propres et fonctionnelles dans les écoles, dans les lieux publics et les foyers. Nous savons qu'il y a des efforts qui sont déjà faits dans ce sens, mais il y en a encore plus à faire. Les initiatives visant à fournir de l'eau potable propre et à améliorer l'assainissement dans les régions défavorisées sont également cruciales pour prévenir les maladies liées à l'insalubrité. Il ne faut surtout pas se limiter à la sensibilisation, mais au-delà de celle-ci. Mais à la base, rapprocher les infrastructures des populations par l'installation des poubelles dans les rues, la construction des latrines, le curage régulier des caniveaux et la collecte régulière des ordures. Là, il faut vraiment sensibiliser les populations pour qu'il n'y ait pas de n'importe quoi qui s'observe souvent. Des gens jettent des ordures n'importe où, des gens font leurs besoins n'importe comment et n'importe où, et souvent c'est très honteux. Les autorités municipales doivent faire en sorte qu'il y ait des règles, des mesures pour réprimander, pour corriger ce vice dans ces milieux. Et alors, en tenant compte de ces sensibilisations et aussi de ces mesures pour les villes qui vont venir, pour les centres, il faudrait également faire en sorte qu'il y ait des mesures qui tiennent compte des plans de construction pour que les populations ne s'installent pas n'importe où et n'importe comment. Voilà en gros ce qu'il faut retenir sur l'insalubrité dans nos villes. Merci de nous avoir suivis. Nous vous remercions pour vos suggestions. Merci à notre cher ami. C'est son domaine et il nous a vraiment amené à parcourir ces fondamentaux et ces problèmes, ces grands soucis, ces défis, ces enjeux qui sont liés directement à l'insalubrité et dans ces villes. Merci de nous avoir suivis. Je suis au micro Gabin Conrad et à très bientôt. Opinion, analyse sociopolitique et économique. Une émission de New Vice Africa Media chaque dimanche au micro de Gabin Conrad.